Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour cette dernière vidéo du Scorpion, dans laquelle nous allons donc aller conclure ce défi, donc qui n'est pas des moindres. Je pense que vous l'aurez ici compris, alors probablement tout au long du cycle, dans vos expériences de vie. Mais donc, on va essayer ici, voilà, de venir rassembler l'ensemble de ces éléments qui ont été mis bout à bout depuis que l'on est entré ici dans l'énergie du Scorpion, donc en passant évidemment ici par le fait d'engager le défi, le mécanisme de Stéma. On a évidemment une puissante pleine lune avec un outil évidemment d'équilibrage qui était ici associé, et puis sur fond évidemment ici des bases de l'altération pour celles et ceux en tout cas qui suivent ici nos vidéos un dimanche sur deux. Donc quelque chose évidemment qui bouleverse, c'est l'objectif ici du Scorpion, et donc c'est pour ça qu'ici on va aller profiter de ces quelques jours qui nous restent, puisqu'on est toujours ici en Scorpion, pour essayer finalement de disposer de cet ensemble. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'appliquer? En tout cas, le Scorpion créant de la prise de conscience, eh bien, on va essayer ici de terminer, de faire émerger justement ces nouvelles fondations, et donc de pouvoir vous permettre de vous situer par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qui est important, et d'autant plus d'un point de vue ici de la ligne collective. Donc au moment où on diffuse cette vidéo, on est sur cette fin d'année 9, et donc quelque part on est ici dans l'avant-dernière étape. Le Sagittaire va venir représenter ici dans sa version la plus complète le dernier défi évidemment ici de l'année. Donc dans la même trame ici que d'habitude, on va revenir sur les points principaux du défi. On va y ajouter bien sûr des nouveaux ingrédients. La maison 8, c'est la maison de l'alliage, donc il y avait quelques ingrédients ici dans la manche que je vais finalement ici vous mettre à disposition. C'est un défi très immatériel, celui ici du Scorpion, donc vous prenez les choses comme vous les ressentez. Vous prenez des notes. On va tous altérer quelque chose, ça c'est important. Donc ce défi permet systématiquement une altération. Est-ce qu'on tire l'essence de cette altération? C'est quand même ici une partie de la question. Et la seconde question, c'est jusqu'à quel point sommes-nous capables ici d'altérer, qui est plutôt le principe de la mue, et jusqu'à quel point sommes-nous en position de muter. Donc c'est quelque part la version finale ici de l'altération. Donc ça, c'est une question très personnelle qui évidemment correspond à votre développement, à votre timing, à votre trame. Peu importe ici qui est à l'origine, si vous préférez, de ce programme. Je pense que vous l'aurez ici compris, notamment le dimanche. C'est pas la question de l'origine qui est important au sens le plus collectif du terme. C'est la question plutôt de la mise à disposition. Donc, ce qui est dans nos mains, finalement, et si ce défi vous permet de mettre des choses dans vos mains, c'est que vous puissiez ensuite les utiliser, qui prévaut finalement sur l'origine de ce qui est apparu. Et ça, ce sera toujours quelque chose qui vous tournera vers la croissance, davantage ici vers finalement une forme d'immobilisme dans le sens de quelque chose que l'on attend en fait. Et souvent on attend que tout l'assemblage soit concret, soit quelque part définitif ou en tout cas tangible pour progresser. Mais dans ce cas-là, évidemment, on a une difficulté à se rendre compte que la progression est bien plus lente, voire est-elle réellement toujours la progression? Donc, c'est vraiment ces points d'appui sur lesquels ici on va les conclure. Et donc l'objectif est bien ensuite d'ouvrir le passage vers la conscientisation, qui est le processus ici du Sagittaire. C'est le Sagittaire qui apporte dans le fond plus de réponses, puisque ce genre de choses se fait toujours a posteriori, mais on aura l'occasion de revenir sur la raison. Et puis donc, laissez-vous évidemment ici porter, inspirer et disposer dans l'instant de ce que vous êtes en capacité d'accueillir et donc de remettre consciemment, en tout cas ici, dans vos mains. Pour le reste, ce n'est qu'une question de temps. L'énergie est déjà présente. Il faut simplement souvent nous rendre compte que les choses sont possibles pour qu'elles soient. Donc, on était déjà un petit peu en train d'avancer. Alors,
Évidemment, l'idée n'était pas de faire une introduction teaser et d'aborder le thème avant d'entrer dans le thème. La maison 8, c'est l'épreuve de la sagesse, donc c'est difficile en fait ici de la morceler. C'est celle qui révèle le sens de notre quête et parfois le non-sens, voire le contresens. Donc c'est une maison de bouleversement, de transformation, on le répétera jamais assez. Et l'alignement avec le scorpion en tant qu'archétype à lui seul, c'est déjà en soi une sacrée bête coriace qui nous plonge quand même dans cette zone de bouleversement qui peut être très intérieur, mais qui peut être très aussi perturbant à l'extérieur. Mais voilà, la combinaison entre les deux, on est dans deux forces ici en puissance, alors qui de leur côté ne sont pas opposées, bien sûr, elles sont plutôt amplificatrices lorsqu'elles fonctionnent ensemble, du point de vue ici collectif, mais qui ne sont pas ici nécessairement des combinaisons qui vous concernent de façon directe. Donc, toujours cette même précaution, distinguer, et je vais m'attacher à le faire, la maison 8, donc l'engrenage ici des maisons, et l'archétype du scorpion, où effectivement, on va avoir de façon individuelle des décalages. La maison du scorpion et pas forcément la maison 8 du point de vue de l'individu. Et donc, ça sera intéressant, bien sûr, ici de regarder votre axe 2-8. Petite précision, qui a vraiment toujours son importance. Hein. Je pense que c'est voir l'importance première pour ne pas confondre et ne pas être à contre-courant de votre énergie. Je vous rappelle qu'au départ, vos maisons ne sont pas distribuées de manière égale. Donc, regardez un peu aussi cet angle-là. Si vous travaillez avec nous, on remet de l'ordre ici dans vos thèmes pour justement replacer les deux engrenages. Mais si effectivement vous travaillez avec nous et que vous n'y êtes pas encore, c'est-à-dire que ce n'est pas encore cette étape que l'on aborde ensemble, ou si vous n'êtes pas ici évidemment en parcours avec nous, amenez de la nuance dans cette distinction. Parce que cette distribution qui n'est pas à part égale, elle crée évidemment des zones de contre-courant dans votre énergie. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'approprier la ressource en l'état. Ça va nécessiter ici une analyse qui, de fait, vous appartient. En tout cas, on va piocher à ce stade-là ce dont on a besoin jusqu'à ce que peut-être il y ait le prochain tour de progression au niveau des cycles avec nous ou qu'il y ait un choix aussi de cycle si vous n'êtes pas ici en coopération avec nous directement. Donc, ce qui est important, c'est que ce que pose comme défi ici le scorpion dans sa combinaison avec la maison 8. Donc, la maison 8, c'est l'épreuve de la sagesse, c'est le sens de la quête. Mais le scorpion nous interroge sur l'amour, en fait. Donc, la combinaison, évidemment, fait porter la quête dans le sens ici de l'amour. Mais ça peut être un petit peu organisé différemment. Il peut y avoir de la subtilité autour de ça. Donc le scorpion, il nous pose la question, c'est ça globalement qu'il nous suggère, en tout cas ici comme réflexion. L'amour est-il le service? Sommes-nous au service de l'amour? Donc il y a un côté qui est quand même assez existentiel dans l'énergie du scorpion, mais pas existentiel au sens... c'est pas l'énergie de la quête, parce que l'énergie de la quête, on va la trouver plutôt en Sagittaire. C'est ce qui réadresse ici le sens, donc pas la quête en elle-même, mais le sens. Qu'est-ce que l'on poursuit ici comme objectif? Donc, sommes-nous convaincus que nous sommes au service de l'amour? Sommes-nous convaincus que l'amour est le service? Par exemple, il peut y avoir des croyances, c'est pour ça qu'on a travaillé aussi un peu les croyances sur la toile de fond, parce que le scorpion, ce qui nous pousse, c'est au questionnement, pour que s'élargisse ici évidemment la vision. Alors, dans le meilleur des cas, on la repositionne au niveau de l'angle de l'amour, qui est une vision plus neutre, alors là, pour le coup, qui est plus universelle. Elle n'est pas forcément sacrée, mais elle est un point d'union et de réunion de l'ensemble des êtres, parce que tout le monde s'interroge, en fait, en réalité, sur l'amour. Alors, tout le monde s'interroge sur deux choses, sur l'amour et sur la création. L'association n'est pas toujours distinguée de cette manière. Alors, dans une autre forme, ça va être la création. Et donc, comprenez le créateur, comprenez la notion d'autorité supérieure, comprenez ici le rapport à l'humain dans le sens ici du divin. Et donc, ces croyances qui sont des croyances beaucoup plus classiques et bien moins neutres, en fait, ici que n'est l'amour, elles replacent ces notions
alors qui sont multiples en fait, hein, divin, ciel, eau et de fait ici leur opposition. L'avantage de l'amour, et c'est pour ça que nous on prend l'angle de l'amour ici ensemble, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à l'amour. Alors souvent, il y a une croyance autour de ça, donc on va la lever maintenant, on va profiter de l'énergie du Scorpion. Beaucoup de personnes, si on s'interroge autour de l'amour, il y a beaucoup de personnes qui vont opposer par exemple l'amour à la haine. C'est parce que finalement, on ne revient pas à l'essence des mots. Souvent, la digression ici, elle vient dans le sens plus profond des mots. On utilise beaucoup les mots et nous sommes évidemment des êtres doués de langage, mais on a une capacité limitée, ou en tout cas une curiosité limitée. J'imagine que c'est plus de la curiosité qu'une capacité, parce que tout le monde a la capacité de raisonnement, mais il y a une absence de curiosité autour des mots. On est dans le langage très usuel et pas dans la parole juste. Et on a beaucoup parlé de parole juste, notamment ici bien plus tôt, et notamment l'an dernier. Alors il me semble d'ailleurs à une même période. Mais c'est vrai que cette idée de parole juste, je pense que c'est un point de base en fait, qui est encore plus important qu'on l'imagine. C'est que les mots, ils ont quand même un sens. Et donc ici, quand on parle de sens de quête, justement, déjà il faut revenir à l'essence du langage. Parce que si on ne revient pas à l'essence du langage, on va avoir une tendance à opposer des concepts qui ne sont en rien similaires. Donc l'amour n'a pas d'opposé. Si effectivement on s'interroge autour de la haine, eh bien on regarde l'étymologie du mot et on se rend compte que ce n'est pas du tout quelque chose qui est opposé à l'amour. La haine, sa définition, c'est une violente, une profonde inversion inspirée par quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être évidemment ici un événement qui crée un déferlement ici de haine, donc est une association, déjà pour commencer, c'est un sentiment, ce qui n'est pas le cas de l'amour. Et donc, eh bien, la nature même ici des sentiments se réfère à une association qui est prédéterminée, dont on n'a pas toujours conscience, mais qui conduit évidemment ici à l'expression de certaines émotions. Est-ce que la haine est une émotion? Elle n'est pas une émotion première, c'est la colère. Mais oui, en fait, elle est une variation, et est une variation très amplifiée, bien sûr, ici de la colère. C'est une violente aversion. Donc, si on comprend que c'est une violente aversion, on trouve un autre mot que l'amour, en fait, pour venir opposer la haine. On va considérer que la haine, du coup, ne peut s'opposer qu'à quelque chose qui n'est de fait pas l'amour, mais qui serait le reflet d'un autre mot dont la définition serait une violente attraction. Vous comprenez mon raisonnement? Parce que l'amour, en fait, ici, n'est ni positif ni négatif, mais a priori, ressentir une violente aversion pour quelqu'un, pour quelque chose, ce serait énergétiquement une énergie négative qui va donc repousser ici quelque chose. Sinon, on ne parle pas d'aversion. Et par effet opposé, on pourrait ressentir une profonde attraction pour quelqu'un. C'est une autre force, évidemment, ici énergétique, sauf que celle-ci, elle est similaire, mais en positif. Et donc, elle est celle qui va attirer, qui va être ici comme aimantée, et donc possiblement qui va nous attacher. Donc finalement, aversion et attraction, au-delà du simple mot haine, si on ne prend que les définitions, on a effectivement ici la question de polarité. Et donc l'amour n'est pas quelque chose, n'est pas une énergie polarisée. Elle n'est ni positive ni négative, elle n'est pas polarisée en fait ici tout simplement. Donc il n'y a pas ici d'opposition à l'amour. Par contre, si on se place dans l'angle d'autres choses, c'est-à-dire des croyances plus classiques, eh bien oui, là en fait on va trouver des oppositions. Le divin est une forme inversée opposée à l'humain. Le ciel n'est qu'une forme opposée inversée par rapport à la terre. Le haut est une forme inversée opposée par rapport au bas. Donc dans la croyance, en fait, on a de façon systématique cette notion de dualité. Dans toutes ces croyances qui sont de fait plus idéologiques, dogmatiques, donc tout ce qui va toucher globalement ici la projection que l'on fait depuis le bas de ce qui se situe en haut, la projection que l'on fait depuis la terre sur ce qui se situe le ciel, donc finalement tout ce qui peut être ici vécu comme de la théologie,
de la théogonie, de la cosmogonie. Donc tous ces dogmes en fait qui sont du plus primitif au plus avancé. Après il n'y a pas de distinction ici autour de ça. C'est justement pour présenter l'idée où dans toutes ces croyances, aussi anciennes soient-elles, on a toujours opposé ici l'humain au divin, la terre au ciel, l'homme au Dieu, etc., etc. Et la seule chose qu'on ne peut pas opposer et qu'on n'opposera jamais, c'est finalement l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas la face d'une même pièce avec autre chose. Alors que l'humain et le divin, finalement, ne sont que deux faces ici d'une même pièce, tout comme le ciel et la terre, tout comme le bas et le haut. En fait, il n'y a pas de bas s'il n'y a pas de haut. Il n'y a de fait pas de ciel si on ne le regarde pas du point de vue de la terre. Donc, en fait, tout ça n'existe que par réflexion, que par projection. Quand je parle de réflexion, c'est vraiment dans le sens ici de tout ce qui est fractal, donc c'est par rapport à la vue. Mais donc effectivement, c'est une identification à partir d'un point de vue qui est opposé ici au nôtre, donc une opposition par rapport à la place que l'on occupe. Et ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que on revient dans la question de départ. C'est ça l'épreuve de la sagesse en fait, c'est cette prise en considération de l'information. C'est cette fameuse réalité de la reine de denier parce que en fait, si on reprend le mécanisme de Stéma, la reine de denier, elle est consciente de sa réalité, mais elle est consciente de sa réalité physique, sinon elle ne serait pas un denier, donc ça ramène bien ici à la terre, et donc dans sa réalité, il y a la terre, il y a le ciel, il y a le bas, il y a le haut, donc elle est dans sa réalité relative et possiblement ici en dualité. Elle va évidemment comprendre ce qui est assemblé, mais elle va le voir de son point de vue, donc elle peut en être satisfaite. Elle a cette notion, elle porte cette notion, c'est quelque chose qui est assimilé puisqu'effectivement c'est un point de départ dans la trame, eh bien la notion d'aboutissement, elle est assimilée. Mais cette notion d'aboutissement, si vous vous souvenez des maisons, c'est lorsque l'on additionne le 8 et le 2, ça donne un 10. Et donc c'est vrai que quand on entre ici dans l'énergie du Scorpion, je reviens sur le départ de la séquence dans l'engagement du défi, il y a cette possible fausse impression que l'on arrive à un point d'aboutissement. Et c'est de cette manière-là que l'on passe souvent à côté jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il est nécessaire. Et même si on n'en ressent pas toujours, c'est pas le besoin parce que en fait, si on était dans le ressenti d'ailleurs, on sentirait quelque chose qui est plus chaotique. C'est ce que nous montrait ici la séquence entre l'éveil et le 5 de bâton. Profondément, la discorde, on la sent en nous. Le 5 de bâton, c'est une énergie de discorde. Donc on s'éveille de toute façon dans la discorde et on s'éveille dans le court-circuit. Et ce court-circuit, il a effectivement une portée bien plus large que les petits arrangements que l'on va trouver dans la matière entre les deux. En fait, c'est pas ce qui va nous permettre de réunir le ciel et la terre. Et donc, le renvoi de l'éveil 5 de bâton, c'est le renvoi de cette autre combinaison du 2 et du 8 que va représenter ici l'association non plus en addition, mais lorsque l'on colle un 2 et un 8, ça fait un 28, donc ça donne le cycle. Donc, c'est pas parce qu'on passe des paliers, c'est pas parce qu'on améliore ici des situations, et donc que d'un point de vue physique, la reine de denier est plus satisfaite, mais donc dans une version plus positive que ne l'était la situation de départ, que c'est confortable pour autant, en fait. Ça va être confortable, mais un temps. Et ça, je vous renvoie vraiment dans l'angle opposé, dans le défi du taureau. Il y avait cette idée d'excuse, en fait, mais qui est éphémère, parce que on peut passer à côté de certaines choses dans l'expérimentation, ne pas ici percevoir l'ensemble, mais au bout d'un moment, cet inconfort, de toute façon, il revient. Et c'est le phénomène du cycle. Donc, on peut passer à côté ou on peut prendre les choses les unes après les autres. Par phénomène de cycle, de toute façon, ce qui n'est pas pris en charge reviendra ici sur la table. Et on s'apercevra à ce moment-là que ce que l'on avait orienté, ce que l'on avait conçu dans l'instant, en fait, était incomplet. Et l'élément, après, la manière dont il se présente, quand on est en Scorpion, ça peut être avec un peu de fracas. Mais c'est pas non plus obligatoire. Il peut y avoir des prises de conscience qui sont plus douces. Et ça, c'est vraiment de la programmation individuelle. Dans tous les cas, c'était dans la séquence, il y a quelque chose qui se révèle et qu'on est obligé de regarder du point de vue de la montagne. Donc effectivement,
on avait la référence à l'âme. Ce que ça donne ici avec la combinaison entre la montagne et l'être lumière, ça donne cette idée d'altération. Et l'altération, c'est une mue, hein, c'est pas quelque chose ici de définitif. C'est en tout cas une capacité à passer dans ici une nouvelle forme, une nouvelle vision, une nouvelle perception. Et donc cette altération, elle peut se faire de façon complète, et ici on parlera de mutation, ou elle peut se faire par étapes. Ça, ce qui compte, c'est finalement davantage de comprendre que de toute façon, si on avait eu autre chose que l'âme, je vous aurais dit qu'on était vraiment en complète mutation. Mais je crois qu'ici, collectivement, on est plutôt pointé dans la direction de l'altération. On atteint un point culminant ici au niveau de l'âme. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts à vous affranchir ici de quelque chose, mais qui touche à l'âme. Donc, on n'est pas ici dans l'axe, dans sa version la plus complète. Alors, l'axe est présent grâce à l'être lumière. On a la référence à l'axe. C'est bien dans l'axe que les choses ici mutent. Mais ici, on est renvoyé à l'âme. Donc, il y a quand même ici un décalage et quelque chose qu'il va falloir comprendre, donc a priori conscientiser lorsque l'on sera ici en Sagittaire, qui indique bien quand même que c'est pas complètement terminé. Cette notion que au final tout ira bien, et si finalement ça va pas, c'est que c'est pas fini. C'était de toute façon ici le soleil en Sagittaire l'année dernière. Donc on est de toute façon dans une même séquence. On voit bien qu'on est toujours dans cette notion de cycle qui ramène bien à la notion de tout revient. Cette épreuve de la sagesse, la maison 8, on aura toujours un challenge à faire autour de ça. Et le Scorpion nous ramènera toujours à l'essence et donc au sens de la quête, donc à une forme ici d'interrogation. En combinant les deux, sagesse et sens, effectivement, on a à notre disposition deux outils, altération jusqu'à ce que l'on soit au point culminant de la sagesse, puis effectivement mutation dans la version ici finale. Et donc, on a une ouverture sur l'épée, et le roi d'épée, alors ça fait beaucoup d'épées. Donc on est quand même fort poussé dans la prise de responsabilité, ce qui me laisse quand même ici à penser que le défi, il est surtout dans la prise de conscience majoritairement. En tout cas, hein, il y a toujours évidemment ici des exceptions, c'est pas une règle, mais il y a une responsabilisation. Et même si on est en train de muter, de toute façon, le fait de muter pousse à la responsabilisation, à la prise en charge. Donc de toute façon, quelle que soit la configuration, il y a des dissensions ici qui se révèlent au cours de ce cycle, qui vont nécessiter une prise en charge. Donc si on était dans ce sentiment d'aboutissement, eh bien on va sentir de l'inconfort, on va se rendre compte qu'on n'a pas terminé. Si on est au contraire vraiment dans l'optique de cette réussite, parce qu'on sait qu'on est dans la version finale, ben on va comprendre que pour que ça devienne complètement ici disponible, définitif quelque part dans la matière, eh bien il y a du nettoyage ici à faire avec un roi d'épée. Il va falloir trancher, il va falloir franchir l'abîme aussi, hein, la symbolique du roi d'épée, c'est l'archétype qui franchit l'abîme. Donc il va falloir ici redéfinir, il y a vraiment de la redéfinition. Dans le sens ici du 8, c'est de toute façon quand même très intérieur. C'est pas si confortable que ça, en tout cas de ce que je ressens, parce que ce que l'on a regardé en maison 2, on ne l'avait pas forcément vu dans un ensemble. Donc est-ce qu'on avait regardé en déconnectant le fait de voir, puisqu'ici on réunit le voir et le regarder dans ce défi, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut regarder toujours les choses d'une même manière. C'est plutôt la manière de faire ici qui doit être adressée. Donc déjà, est-ce qu'on regarde la manière de faire ou est-ce que juste on regarde? Il peut y avoir un petit différent ici dans la manière d'adresser ça. Est-ce qu'on constate, si vous préférez? Parce que c'est ça, regarder en fait, c'est quand même constater. Ce qui est dit, ce qui est mis en avant et ce qui est concrètement fait. Donc, écouter, c'est pas regarder. En fait, et les gens, vous verrez que autour de vous, vous avez plein de personnes qui vont être dans le fait de l'intention. Elle peut être pieuse, elle peut être louable, elle peut être mal intentionnée aussi, hein, vous me direz. C'est pas toujours dirigé de façon positive.
Parfois c'est positif, parfois c'est négatif, c'est rarement neutre, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours un décalage entre l'intention et l'action. Et donc c'est peut-être ce genre d'écart que vous allez ici être en capacité de relever entre les promesses finalement dont les engagements ne sont jamais tenus et possiblement aussi, surtout si c'est connecté avec le voir, donc avec le ressentir, vous allez peut-être voir l'intention qui est derrière, c'est-à-dire de toute façon une fin de non-recevoir. Et donc, on revient dans l'idée des excuses. Vous pouvez aussi percevoir ces excuses que l'on utilise envers vous-même aussi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de toute façon des possibilités de trouver des excuses de ne pas faire certaines choses, ou de ne pas dire certaines choses, ou de ne pas être complètement ici de montrer tout ce qu'il y a à montrer. Mais ça vaut autant pour vous, parce que, on va y revenir aussi, c'est ce fameux choisissez aussi d'être vu. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où vous devez choisir d'être vu et non plus regarder, mais pour ça, il faut vous ouvrir ici. C'est-à-dire qu'il faut quand même que, non pas que vous exposiez votre cœur, mais que vous mettiez cette intention ici de direction qui change dans ici l'interaction. On va se regarder ici au niveau de l'âme, on en a parlé. Donc l'âme, Dhamma, âme, on se regarde. Mais si on est dans le cœur à cœur, on est effectivement dans le vu et être vu. Mais il y a une connexion aussi avec le regard. C'est-à-dire que on ne doit pas adresser les choses de façon déconnectée. Il y a un axe, en fait. Il y a un corps, il y a une âme, il y a une conscience. Donc, il faut s'assurer que l'axe, en fait, ici, qui est probablement beaucoup plus disponible de votre côté que dans les interactions autour de vous, mais déjà, regardez et considérez les points d'accord autour de ça. Et donc, on peut toujours, encore une fois, avec le cœur, voir la personne dans son ensemble, qui évidemment ne se détermine pas uniquement par ses actions ou uniquement par finalement ici l'expérience de son âme, c'est assez évident. Mais par contre, si vous captez l'essence de la conscience, c'est très bien. Il y aura toujours ce cœur à cœur de disponible. Mais est-ce qu'ici, c'est possible, concrètement, matériellement parlant? En fait, elle est là la différence. Elle est dans le fait que, effectivement, c'est pour ça qu'on a les épées, et c'est aussi pour ça qu'on a l'âme. Ça ne veut pas dire que c'est cette existence-là, elle va répondre aux circonstances que vous espérez. Et donc, eh bien, là, il va y avoir une forme d'altération à faire. Il y a une forme, effectivement, très importante autour de l'alliage, parce que ça nous permet de comprendre la maison de l'alliage, qui est la maison 8, de distinguer les forces en présence. Et en fait, on a besoin de distinguer les forces en présence. On a besoin de comprendre les endroits où les choses s'opposent, les endroits où, évidemment, il y a des points qui s'accrochent parce que Dhamma, âme, bien sûr qu'il y a des compatibilités, mais l'équation, en fait, ici, elle est assez insoluble avec ce type d'ingrédients. Et dans le fond, l'effet que cela a, parce qu'il y a toujours un effet, évidemment, puisqu'ici, on serait dans quelque chose où finalement, on donne ou l'on reçoit, va avoir pour effet d'altérer aussi vos propres ressources. Je vais vous donner un exemple. Si effectivement, dans votre jeunesse, parce que c'est en général comme ça, on altère en fait déjà notre vision quand on est jeune adulte. Si vous êtes arrivé avec un cœur qui était plutôt ouvert, avec un idéal de vie, pas dans la forme, mais ce que vous aspiriez ici à vivre, vous avez peut-être eu envie de vivre cette existence de façon complète, entière. Et donc, ce cœur, il vous a porté. C'était votre vision de cœur et elle était plutôt claire quand vous étiez jeune. Mais avec l'expérience, souvenez-vous qu'à un certain moment dans le développement de l'enfant, il y a des choses qui bougent. Et en tant que jeune adulte, surtout si on porte nos idéaux plus loin ici que les 7-8 ans, si vous avez été encouragé dans votre idéal, dans vos rêves, voilà, si vous avez eu les paroles qui permettent ici de dire oui, mes rêves, en fait, je peux les réaliser. J'ai une existence, elle m'appartient et je peux les réaliser. Et certains d'entre nous ont été dans cette situation. On ne s'est pas tous vus ruiner nos rêves dès le plus jeune âge. Et malgré peut-être d'ailleurs le fait que l'on nous ait contrecarré sur certains angles ici de nos rêves, ça ne veut pas dire qu'on y a cru, en fait. On les a souvent portés quand même jusqu'à ce que l'on ait face
notre expérience nous-mêmes. On n'a pas toujours ici écouté justement la contradiction. On est parfois resté très ancré dans nos rêves et ça a pu durer très longtemps. Et ensuite, il y a eu la confrontation en tant que jeune adulte avec le monde physique. Et au moment de cette confrontation, eh bien, majoritairement ce qui se passe, quand on les a portés longtemps ici, ces idéaux, eh bien, force est de constater qu'il y a une petite différence entre dedans et dehors et une incompréhension. Donc, qui a été plus ou moins prononcée ou plus ou moins consciente. Donc ça, vous ferez peut-être ici l'analyse, justement. Quand vous allez entrer en conscientisation, ça fait peut-être partie ici des choses que vous allez noter et que vous allez réanalyser. Parce que il y a eu des écarts. Et de ces écarts, ce qui s'est passé, c'est que sur le principe de l'altération, au départ, on a peut-être d'ailleurs continué à suivre notre cœur. Et puis, il y a un moment donné où on s'est dit, ça va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire parce que finalement, je vis pas du tout. Enfin, il y a un écart entre ce que j'imaginais et ce que j'aspirais à vivre et ce qui se passe de façon concrète et dans la réalité. Alors, j'ai dû réviser mes plans. Mais j'ai révisé mes plans matériels à ce moment-là. Mais en révisant mes plans matériels, j'ai commencé à conduire mon existence avec autre chose. Donc j'ai bien moins vécu. J'ai commencé progressivement à quitter la vie pour accepter l'existence et accepter la conception, l'ordre établi. Et globalement, c'est ce qui se passe pour tout le monde, de façon consciente ou inconsciente. Parfois, ça se déclenche plus tôt, parfois, ça se déclenche plus tard, mais on altère. En tant que jeune adulte, on se dit, finalement, j'aurais voulu et désiré vivre de cette manière-là, mais ce que je ressens en faisant me laisse à penser que peut-être je vais devoir réviser. Donc, mécaniquement, parce qu'elle est là, l'altération inconsciente, je suis tellement plongée dans la réalité de la reine de denier, je vois tellement la matière, que je finis par oublier vraiment cette connexion de cœur. En fait, j'ai un petit peu perdu aussi la trace de ce qui m'animait. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi au passage. En fait, on perd la spontanéité du cœur. Et donc, on oublie même que c'est notre cœur qui le souffle, notre voix intérieure. On ferme les portes et donc, on se dit, ok, c'est que mon faire finalement pose problème. Donc, je vais adapter mon faire jusqu'à ce que je ferme vraiment la porte. C'est-à-dire que peut-être que je vais tenter. C'est pour ça que je vous dis après, le scénario il est un petit peu différent. Il y en a qui vont tenter. Première fois, deuxième fois, peut-être la troisième fois, il n'y aura pas en fait. Puis il y en a qui vont fermer la porte dès la première fois. Ils vont se dire, là, je crois que j'étais très idéaliste. Mais ça dépend vraiment des gens. Et donc, en fait, on va fermer le cœur. Au lieu de, ici, se souvenir, non, le cœur prévaut. Donc, je vais peut-être réviser ma forme et non pas réviser mon idéal. Eh bien, majoritairement, on va réviser notre idéal, voire le perdre complètement de vue, voire oublier même qu'il a existé. Et le faire va prendre tout l'espace. Et donc, on va complètement ici s'altérer. Donc, jusqu'au court-circuit. Et on relance la machine. Et c'est ça aussi, l'idée de la pleine lune en taureau, c'est possiblement ce qu'elle a fait réémerger, même si vous n'avez pas forcément mis les mots dessus, vous irez regarder de fait ici vos notes et vous verrez si c'est pas ça qui s'est révélé. Le fameux idéal que l'on doit retrouver, que l'on doit aller rechercher. C'était peut-être l'idéal de l'enfant, alors il devra peut-être être remis au goût du jour de l'adulte. Quoique en général, l'information première est toujours la plus juste, c'est comme la première impression, c'est la même chose. Donc cette distinction, en tout cas dans l'équation, elle est insoluble jusqu'à ce qu'on en prenne évidemment ici conscience. Et donc que plutôt que de chercher à allier des ingrédients qui n'ont rien à voir ensemble, on vide le chaudron, on revient au point de départ, on se dit quand j'étais à ce moment-là de ma vie, qu'est-ce que je projetais en fait qu'est-ce que à un moment donné où j'avais quand même une direction. Elle était laquelle cette direction? Et souvent d'ailleurs voilà, vous verrez que ça n'a pas la forme en fait ici que l'on a mis en tant qu'adulte. C'est plutôt vraiment ce sens de direction. Et ensuite le monde des adultes nous a poussé un petit peu dans la mise en forme. Et donc on a effectivement ici souvent dérivé. Mais c'est accessible.
pas dans les mémoires, de fait ici, pas dans les souvenirs, parce que vous n'aurez jamais l'exactitude de vos souvenirs, parce qu'ici ce ne sont pas des souvenirs, c'était vraiment le cœur qui parle, donc il faut aller le chercher, bien sûr ici dans le cœur, c'est ici que se trouve cette fondation. Et donc dans l'intervalle, ce que l'on a fait, c'est que l'on a été à l'épreuve. On a été à l'épreuve, ça a généré évidemment ici des sentiments multiples, ce sentiment de souffrance notamment. Et le fait déjà de réaltérer par cette compréhension et de revenir dans le mécanisme, c'est-à-dire oui, mais en fait c'est un mécanisme, donc ce n'est pas dirigé contre moi, c'est un mécanisme par lequel tout le monde passe. Alors est-ce que tout le monde passera dans le retour sur cette altération? Pas forcément. Mais peut-être que de vous voir ici revenir à votre idéal de jeunesse, peut-être que ça inspirera d'autres à revenir dans leur même zone, c'est possible. Ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pas ce qui est important, en fait. C'est pas parce que, évidemment, ici, autour de vous, cette altération pour un retour à soi ne se produit pas, que ça doit être contradictoire avec le fait pour vous de le faire. Là aussi, il y a quelque chose qui retouche au principe d'alliage. En fait, au moment où vous aviez ici cette inspiration profonde, tout votre petit monde tel que vous l'avez construit aujourd'hui, il n'existait pas en tant que tel. Bon. Et donc, qu'est-ce qui compte? C'est de vérifier l'adéquation entre ce monde intérieur et le monde extérieur. Et à partir de là, c'est effectivement d'utiliser l'épée pour voir ce qu'il faut trier, filtrer. Pourquoi donc vouloir embarquer l'ensemble dans le chaudron? Lorsque vous étiez animé de ce souffle-là intérieur, toutes ces considérations, elles n'existaient pas. Pourquoi les ramener ici sur la table? Parce que ça ne pourra être ici que des obstacles à ce retour de votre propre essence. Au moins dans la phase de réflexion. Après, vous saurez quoi faire. Et donc, ça aussi, c'est important, c'est que quand on revient dans ce stade-là, la question, on se pose la question du quoi faire quand on n'y est pas. Quand on y est, on sait, en fait, parce que le cœur, ici, trouve. Et tant que c'est la tête qui cherche, ça ne fonctionnera pas. En fait, il faut revenir à ce que le cœur avait déjà en lui. Donc, c'est pas trouver, ce serait plus juste de dire retrouver, puisque c'est plutôt un retour ici vers le cœur, que réellement une première connexion. Si on ne distingue pas ça, le risque, en fait, ici, c'est de ne trouver aucune solution satisfaisante. Il n'y aura jamais de solution satisfaisante. En fait, il n'y aura jamais de solution satisfaisante, aussi bien d'un point de vue physico-physique que si ce sens s'adresse d'un point de vue plus métaphysique ou spirituel. On n'aura jamais ces réponses-là. Si effectivement, si on sort de la partie vraiment purement soi, s'il y a toujours des questions que l'on adresse du point de vue le plus existentiel, elles sont très consommatrices ici, elles mobilisent vraiment beaucoup notre esprit. Et en fait, cette possible solution, on peut faire émerger une croyance, tout ce qui compte, c'est que ça ne monopolise pas ici notre esprit. Et donc, si on cherche, parce que parfois c'est le cas, c'est pour ça que j'insiste, parfois, parce qu'on sait qu'on a des choses à faire, on va chercher à se justifier. Et c'est vrai que le fait d'être en quête d'un point de vue métaphysique, ésotérique, religieux, spirituel, etc., en fait, ça donne une excuse. Ça donne une excuse à des choses que l'on n'aurait peut-être pas osé prendre en charge de la sorte, si finalement, c'était pas l'appel du divin. Donc, évidemment, le côté, c'est l'appel, quoi. J'ai reçu l'appel. Bon, je suis quand même obligée parce que j'ai reçu l'appel. Ça peut donner une forme d'excuse. C'est pour ça que je vous alerte dessus, parce qu'en fait, ici, il y a une forme de déresponsabilisation. En plus, on a une utilisation ici de la croyance pour justifier quelque chose dans lequel on ne se sent pas capable parfois de se responsabiliser. Et donc, ça a pu vous porter aussi pendant tout un cycle. Cette quête existentielle, elle est souvent aussi une excuse. Elle n'est pas la vie. L'existence n'est pas la vie. Donc, de toute façon, à partir du moment où la quête elle est existentielle, c'est un circuit en boucle. Donc, serons-nous capables, en tant que créature humaine, d'identifier notre créateur? Et d'ailleurs, tant qu'on le cherche, est-ce que c'est pas immobilisant? Est-ce que c'est pas monopoliser ici notre énergie?
Parce que la seule chose que ça va nous faire perdre de vue, en fait, c'est la création. On va perdre de vue le fait qu'on est là pour produire quelque chose. Pas dans le sens service. Donc l'amour est-il le service? Évidemment que non. Sommes-nous au service de l'amour? Évidemment que non. Vous retirez service. L'amour, ça se passe de raison. Donc l'amour est sans raison, et quand on a besoin de la raison, c'est une canne. Donc, c'est pour ça que je reviens sur cette idée-là. N'allons pas utiliser la canne pour justifier l'utilisation de l'amour. C'est quand même ne pas respecter ici cette énergie qui est globalement, si on doit avoir une croyance, celle qui est la plus noble, en fait, de pouvoir être dans l'amour, exprimer l'amour, partager l'amour. Je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir de plus fertile, fertilisant, ou au contraire, de plus utile ici à la création, finalement. Parce que c'est vraiment une autre façon de créer. Alors, la question devrait se poser, avons-nous jusqu'à présent créé dans l'amour? Et éventuellement, cette question-là, elle peut amener une forme de réponse qui justifie quelque part votre prise de position. Mais là, ce serait quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Parce que cette perception ici entre le créateur et la créature, c'est celle qui la divise. C'est ce qui nous sépare, en fait. C'est ce qui crée le haut et c'est ce qui crée le bas. Alors que être devrait pouvoir être suffisant. Peu importe qui a créé l'être, en fait, c'est pas très intéressant. C'est sa définition, la manière dont l'être se définit, qui est beaucoup plus ici intéressant. Donc, la création est plus intéressante que la créature ou le créateur. C'est pas intéressant d'avoir la raison de notre présence. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir ce que l'on va en faire. C'est l'emploi ici de cette présence. Et donc, comprenez que ce qui compte, c'est pas ce qui va être extrait ici du chaudron et à quel point l'objet va être précieux, c'est à quel point vous êtes précieux en cherchant ici à créer cet objet. Et là, vous avez une belle différence entre exister et vivre. C'est très large, bien sûr, ici comme point de vue. Mais la maison 8 élargit notre vision. Elle altère notre perception, elle change notre conception du monde, en fait. Ça va altérer n'a pour objectif que de changer notre conception. Notre conception de nous-mêmes, notre conception du monde, elle est là pour réimpulser du sens à la quête, pour que lorsque l'on arrive en Sagittaire, elle ne soit pas stérile. Parce que la problématique du Sagittaire, ce serait ici d'être monopolisé par la version très idéale, et donc mettre notre détermination dans la quête sans en connaître l'objectif, donc en ratant ici le point de vue de l'orientation et de la création. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc effectivement, c'est bien moins intéressant ici de regarder l'angle de la créature ou du créateur, mais davantage ici de tourner notre regard sur la création et sur notre capacité à agir à partir de notre créativité. Si tant est qu'il vaille vous convaincre davantage ici d'altérer votre perception et donc de changer ici votre conception de la quête, de travailler justement à l'épreuve ici de votre sagesse, donc encore une fois qui peut se déconnecter un tout petit peu ici du Scorpion, regardons ici ce que la nature, peu importe encore une fois qui est le créateur de la créature, regardons ce dont dispose la créature. Parce que ici, on a quand même une très belle information autour de notre capacité ici d'agir et d'interagir dans le sens de la création. Et donc d'utiliser plutôt l'amour, non pas comme le service, mais comme la force ici qui nous permet de nous placer, de nous ajuster, de nous aligner à partir de ce que nous sommes dans la création. Et donc non plus dans cette opposition entre le haut et le bas. En tant qu'humain, on reçoit de nombreuses qualités, bien sûr, ici, mais pas qualité dans le sens qualité-défaut, dans le sens de possibilité. Et c'est pour ça que souvent, il faut revenir au basique, qui est tout est dans nos mains, en fait. Les ressources, elles sont quand même infinies. On a un champ d'application qui est assez extraordinaire. Vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait, ici pour vivre. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment vivre, hein, non plus ici simplement exister. On se posera toujours la question, évidemment, de la partie la plus matérielle, mais j'ai quand même tendance à penser que, bon, il y a des choses sur lesquelles on peut créer
de la distorsion autour des besoins, en fait. Et donc, de quoi avons-nous besoin pour vivre? Peut-être une question que l'on adresse pour voir aussi un peu quel risque l'on prend à faire ici certains mouvements, certains changements de direction dans nos vies les plus physiques. Mais que si finalement le besoin prévaut sur la vie, il faut se poser la question parce qu'en fait, on ne devrait avoir que de besoins qui sont finalement ici une ressource de vie. Et donc tout ce qui n'est pas de cet ordre-là, en fait, va plutôt en faveur de la balance de l'existence. Et donc créer plutôt une forme de cloche et va maintenir évidemment ici la difficulté. Et donc produire de la souffrance parce qu'avec le temps, cette contradiction, de toute façon, elle vous fera souffrir. Si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir vivre, alors que vous savez que cela existe, justement, que cela est possible, ça génère de la souffrance. Elle peut être très intérieure, mais le corps, il ment pas, en fait. Il y a quand même ici des choses qui, finalement, avec le temps, ne peuvent juste pas être ignorées, en fait. Donc, dans les attributs, je voulais vous partager ici, justement, un sens complet. On reçoit la parole, ce qui nous permet de disposer ici du talent pour parler. On a la capacité de parler, de communiquer, de parler. Et ça, c'est une des capacités humaines qui est exceptionnelle. On a la possibilité de communiquer dans le monde animal, mais pas de cette même manière. La parole, c'est vraiment quelque chose d'humain. Le fait d'avoir ici la parole, c'est ce qui va nous permettre de choisir, parce que c'est ce que offrent en fait ici ces possibilités. Elles nous sont offertes, mais c'est à nous de définir comment on les utilise. Donc c'est à nous de choisir, d'entendre et d'être entendu. Mais on peut simplement parler et ne jamais choisir d'entendre ou d'être entendu. On va recevoir la vision, c'est-à-dire qu'on dispose de la capacité de voir. Mais on peut choisir de regarder et d'être vu. Je vais distinguer voir parce qu'on pourrait le mettre dedans, mais en fait, comme voir passe plutôt par le cœur, eh bien ici, on reçoit le cœur. Et donc, on dispose de la capacité de ressentir. Et donc, c'est à nous de choisir d'aimer et d'être aimé. On reçoit la tête. Extraordinaire, la tête. Alors évidemment, elle crée tout un tas de choses, mais c'est quand même notre capacité ici de raisonnement, c'est notre intelligence. Si on veut retirer tête, on va parler plutôt de cognitif. La capacité cognitive humaine, elle est à part aussi. C'est comme le cœur. Alors, est-ce que d'autres êtres ne ressentent pas les émotions? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Je n'ai pas parlé d'émotions, j'ai parlé de ressentir. J'ai parlé d'amour, en fait. J'ai parlé d'aimer et d'être aimé. Si on en est au stade émotion et pas au stade aimer, être aimé, eh bien, on est encore dans quelque chose, alors là, pour le coup, qu'on va partager avec d'autres êtres vivants. En revanche, la capacité d'amour, aimer, être aimé, elle provient du fait que l'on a un cœur, elle provient de cette capacité du cœur à ressentir, à pouvoir être vraiment, alors du côté énergétique, c'est une expansion, évidemment ici, c'est moins visible bien sûr, mais c'est pour celui qui le vit, c'est quand même quelque chose ici qu'on ne peut ignorer. Donc, cette capacité, elle est aussi très spécifique à l'humain. Dans la vision, c'est un peu la même chose, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais on est dans quelque chose qui est assez similaire. Il y a d'autres animaux qui ont des yeux. Maintenant, est-ce qu'ils ont une même acuité dans le sens visuel? Est-ce qu'ils voient les formes de la même manière, etc. Avec ce même niveau de détail? C'est pas certain. Donc, on a la capacité cognitive, on reçoit l'intelligence. On a donc ici, on est doué de raisonnement. Et ça, c'est dans tous les courants, on va dire que c'est notre capacité plus. D'accord? Vraiment, il n'y a pas meilleur ordinateur que celui qu'on a dans la tête. Mais ça n'existe que pour nous pousser ici à choisir nos contributions de création. C'est le seul, quelque part, c'est son seul but. C'est l'outil de création par excellence dans la matière. On ne fait pas, on ne fabrique pas, en fait. Est-ce que vous regardez, alors dans la nature, il y a des choses extraordinaires qui se font, ce n'est pas le sujet, mais quand même pas dans la même capacité. C'est-à-dire que la créativité, l'intelligence que l'on sait mettre ici pour pouvoir être dans ce niveau-là d'ingénierie, et depuis toujours en fait, hein,
depuis le fameux grand bond en avant de l'humanité, ce qui nous a fait passer et basculer ici au niveau de l'humain moderne. C'est ce qu'on appelle le grand bond en avant, c'est le fameux grand bond cognitif. C'est pas Nymphéa ici qui l'invente, c'est quelque chose qui a été prouvé par la science. À un moment donné de l'histoire, on était plutôt des animaux, puis il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est la capacité cognitive. Et c'est celle qui nous a permis de percevoir notre environnement, c'est celle qui nous a permis d'avoir une conscience ici de nous-mêmes, et de fait, qui nous conduit à partager évidemment ici aujourd'hui. Mais ce que l'on va faire de cette intelligence, c'est à nous de le définir. On peut complètement ici sous-exploiter notre capacité cognitive. Pas de sujet en fait. On nous l'offre, on en dispose. Et la même chose pour le souffle. Le souffle, alors ici je vais parler de mouvement, plutôt avec le souffle, ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement, notre énergie. Pour que ici, on choisisse notre direction. Exister ou vivre, en fait. Donc on dispose de tout. Peu importe, humain, divin, créateur, créature. En tant que créature, on dispose de tout. Donc, que ce soit phénomène extérieur, curiosité ici naturelle, en fait, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce dont on dispose. Donc, que l'on se soit créé nous-mêmes. Dans certaines mythologies, on dit que les dieux se créent eux-mêmes. Que l'on se soit créé nous-mêmes et qu'ensuite on a inventé les dieux, ou inversement. Quel est le propos? Ce qui compte, c'est qu'on a la parole, la vision, le cœur, l'intelligence, le souffle. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait ici de tout ça? C'est ça l'épreuve de la sagesse, mais c'est surtout ça le sens de la quête. Le seul sens que l'on devrait donner à notre vie, c'est ici de s'émerveiller, d'avoir et de disposer de la parole, de la vision, du cœur, de l'intelligence cognitive, du souffle, et de déterminer ici ce que l'on va créer, la manière dont on va vivre, et donc sortir ici de cette manière que l'on a d'exister, de passer, de circuler, en fait, de servir aussi. Il y a cette idée quand même, pas mal ici de choses sur lesquelles on pourrait quand même convenir que l'on est au service. On remet notre puissance entre d'autres mains. On remet ici de nombreuses choses en fait à l'extérieur de nous-mêmes. Et pourtant, malgré toutes nos différences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient culturelles, toutes nos différences, vraiment sans exception, majoritairement, et bien sûr que pour certains, il y a des choses qui sont altérées de façon physique. Il y a des choses dont on ne dispose pas pleinement, c'est évident. Mais lorsqu'on l'a pleinement dans nos mains, lorsque, en tant qu'individu, on a cette chance, justement, d'avoir ces 5 qualités complètes. Capacité de parole, il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Capacité de voir, il y a des gens qui n'ont pas la vue, en fait. Cette capacité de ressentir. Il y a des gens qui sont quand même beaucoup coupés ici, et on voit avec la science qu'il y a des raisons à ça, qui sont coupés ici de leur ressenti. Ils ne ressentent pas les émotions d'une même manière, et effectivement, ça induit d'autres comportements. La tête, l'intelligence, on a effectivement une capacité de développer notre zone cognitive. Dans quoi l'utilisons-nous? Pourquoi parfois, dans certaines époques, on voit quand même qu'on régresse? C'est pas quelque chose ici de bien ou de mal de le dire. On utilise de moins en moins notre intelligence. On utilise même l'intelligence artificielle. Et le souffle, on a cette capacité de mouvement. Il y a des gens qui ne peuvent pas bouger ici. Et souvent d'ailleurs, ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont de cesse que de trouver le moyen de le faire. Et nous, on dispose de tout ça. Vous qui m'écoutez, majoritairement, vous avez tout, en fait, tout. On vous a tout donné. Que faites-vous de ce que l'on vous a donné? Que faites-vous de cette vie? Êtes-vous en train d'exister, de subsister, de survivre? Vous êtes en chemin, je crois, sans aucune exception, pour ceux qui écouteront cette vidéo, vous êtes en chemin, bien sûr. Vous avez quitté le mode survie, vous êtes en train d'essayer de vous préparer à tout ça. Mais je voulais vraiment passer ce message parce que c'est très important. Quand les doutes, les illusions nous assaillent, pourquoi en fait? Ça, c'est de la souffrance inutile qu'on peut s'éviter. Dans ces moments-là,
retenez ce que nous transmet le Scorpion. Retenez ce que nous transmet la maison 8. Elle ne nous met pas la tête à l'envers par hasard. Elle nous la met tout simplement parce que c'est cette correspondance ici entre le Scorpion et le Taureau qui nous pousse à décider de vivre ce que nous sommes destinés, capables, si on retire le mot destin, capables en tout cas, si on retire la croyance sur le fait que tout est guidé, capables d'accomplir. En choisissant d'intégrer ici cette expérience physique pleinement, totalement, avec tout ce dont on dispose. Et de se souvenir, parce que c'est ce que nous produit ici l'énergie du Taureau, c'est qu'on a développé les compétences adéquates. Donc, on peut toujours développer plus de talent. Mais quand on se demande ce vers quoi on doit s'orienter, on regarde le Taureau, on regarde la maison 2, on les a fait les expériences, en fait. On a souffert, on s'est perdu, on s'est égaré, on s'est retrouvé. Très bien. Les zones d'égarement, prenons une croyance, ce ne sont jamais des zones d'égarement. Tout est parfait, tout est timé. Et là, on peut s'appuyer sur la croyance. Parce que là, ça a du sens, en fait. Ça a un intérêt. Parce que là, ça donne du sens, ici, à la quête. Et donc, parfois, c'est la seule chose qui nous manque, c'est de conceptualiser. Vous n'avez jamais vécu, en tout cas, c'est ma vérité. Elle n'est pas absolue. Mais de par mon expérience, que cette vérité, encore une fois, elle s'est faite vraiment à mi-point. Je m'y suis attachée. Ce n'est pas une croyance au sens strict du terme. C'est certes abstrait au départ, c'est un postulat. Et c'est un postulat testé, vérifié, éprouvé. Aujourd'hui, de ce que je peux observer sur moi-même et sur d'autres, les expériences, ce que vous avez vécu, il n'y a rien à acheter en fait. Il n'y a plus qu'à rassembler. Vous les avez faites pour quelque chose parce que vous en avez tiré ici quelque chose. Vous en avez tiré du talent, vous en avez tiré de la compétence, de l'information, vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses ici à créer. C'est la transcendance ici de vos expériences. Et donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire parce que vous avez la parole, vous avez la vision, vous avez le cœur, vous avez l'intelligence et vous avez le souffle. Qu'est-ce que nous pourrions ici recevoir d'autre pour finir? D'une part de nous convaincre ou de nous pousser, en tout cas, ici à aller plus loin. Très honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui pourrait être ici mis de plus dans nos mains que ce que nous avons déjà reçu. Alors oui, ce n'est pas juste une théorie de dire que nous avons déjà tout. On a déjà tout parce qu'on a l'expérience assortie de toutes ces qualités qui sont inhérentes ici à ce corps. Mais peut-être ce qui nous manque effectivement, et c'est une possibilité, c'était l'assemblage, peut-être que c'était l'alliage, peut-être que c'était le fait de s'en rendre compte, peut-être effectivement qu'on a encore besoin ici de dégager des compréhensions, peut-être qu'on a besoin de nuancer, peut-être ici qu'on a besoin de quelque part se rassembler, mettre peut-être un peu de courage, un peu de confiance ici à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, et c'est ce que nous pousse à faire la maison 8 vers la maison 2, c'est à nous, et ça sera toujours notre volonté, parce qu'elle est libre, cette volonté, de choisir, d'oser ici créer, transformer, s'employer à vivre, en prenant appui sur ce qui finalement ici nous a porté jusqu'à présent, pour ne rien justement ici plus disperser, mais utiliser tout ce qui a été fait pour donner du sens à ce qui a été jusqu'à présent notre existence et ce qui sera demain notre vie. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, j'espère qu'elle saura vous aider à terminer ce travail. Effectivement, bon, il y a une citation qui est assortie, mais qui va avec cet ensemble que j'avais mis en début ici de cycle, qui nous rappelle que finalement la raison d'être d'une organisation et de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Et donc ça illustre évidemment ce que je viens ici de vous expliquer. C'était vraiment un moyen ici de transmettre dès le point de départ ici de ce défi, ce que finalement cela nous permet de pouvoir intégrer. Et donc c'est en tout cas ma vision ici, pour ma part, de ce triptyque entre créature, créateur et création. Je suis profondément convaincue que cette organisation telle qu'on la connaît, aussi imparfaite soit-elle, contradictoire et parfois difficile, elle est surtout présente justement parce qu'on a tout reçu
de nous permettre, en tant que personne ordinaire, de faire des choses et de conduire des choses extraordinaires et donc de pouvoir oser ici créer, transformer ce qui sera à notre portée. Ça n'a pas besoin d'être grand, ça n'a pas besoin d'être brillant, ça n'a pas besoin d'être populaire et ça n'a pas besoin de renommée mondiale peut-être. Mais ça doit avoir, voilà, ici du sens et ça doit être surtout issu de cette sagesse qui s'est polie ici, cycle après cycle, qui a été éprouvé, tout comme ici l'amour a été challengé à l'intérieur de nous. Et donc c'est plutôt mettre cet ensemble-là au service, non pas de l'amour, ou non pas être au service de l'amour, mais mettre toute cette existence à notre service pour pouvoir au contraire vivre et vivre dans l'amour et évidemment ici le partager. Donc on va se retrouver de notre côté dans quelques jours pour amorcer le défi du Sagittaire. N'hésitez pas bien sûr ici à partager vos ressentis, votre façon de concevoir les choses qui peut être évidemment très différente. Vous en avez plus que le droit ici, hein. Chacun porte sa vérité. Et puis voilà, donc ça passe très vite et ça sera bien sûr ici le dernier défi de l'année. On engagera simplement ici sur cette année 9 le défi du Capricorne, mais qui en fait sera notre point de bascule et notre transition vers cette année 1, donc cette fin de cycle qui annonce ici un redémarrage. Mais en attendant de vous retrouver pour le Sagittaire et ce point numéro 9, eh bien je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.